Donc, je vais peut-être vous faire un petit mot d'introduction, mais ça va être très rapide puisque l'idée, c'était pas de nous écouter nous aujourd'hui, mais d'écouter plutôt les 2 experts qui nous ont fait plaisir d'accepter de venir vous parler de ce sujet autour de la question des parents. Comment on travaille sur les enjeux de coéducation, comment on travaille sur les questions relatives à l'association des parents, notamment dans le fonctionnement et la mise en œuvre de cette démarche ambitieuse que sont les cités éducatives. Donc, je vous rappelle qu'on est là dans ce qu'on a appelé le lab thématique. Donc, on a traité déjà le mois dernier les sujets autour de l'engagement et de la citoyenneté. Cette fois-ci, donc, on inaugure la séance et en tout cas les webinaires thématiques sur ces sujets parents, coéducation, travail avec les familles au sens large, tous ces sujets-là donc qui vont être abordés. Donc aujourd'hui, on est dans le premier webinaire, donc le webinaire qu'on a souhaité à chaque fois vous proposer avec des regards d'experts, donc qui sont soit issus du monde de la recherche, soit en tout cas des personnes qui ont particulièrement réfléchi sur ces sujets-là et qui ont nourri une expertise sur ces questions-là pour venir nourrir votre propre pratique et pour faire peut-être naître des questionnements dans vos pratiques pour la suite de la mise en œuvre de la démarche des cités éducatives. Donc, je vais vous présenter peut-être les 2 personnes et ensuite, on procédera par une prise de parole en début de Madame Julie Pelatte. Donc, Julie Pelatte est maîtresse de conférences en sociologie à l'INSEE. Alors, je vais prendre mon anti-sèche. L'INSEE, c'est l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation inclusive et qui a remplacé l'INSEA. Ne me demandez pas ce que c'est parce que Madame Pelatte ne peut pas me donner la signification de l'acronyme, donc je ne saurais pas quoi vous dire. Et donc, Julie Pelatte est également responsable pédagogique du master PIH A2 à l'université, je crois, de Cergy, c'est ça me semble-t-il. Non, à l'INSHEA. L'INSHEA, pardon, excusez-moi. Qui est devenu l'INSEE, oui. Voilà. Donc, c'est donc Madame Pelatte qui va un petit peu nous faire une présentation en premier lieu, et ensuite, et sans prendre de questions intermédiaires, nous accueillerons Monsieur Jésus, Frédéric Jésus, qui est consultant et formateur en politique sociale, familiale et éducative locale, ex-pédopsychiatre de service public, administrateur de la Fédération des centres socioculturels et vice-président d'une association qui s'appelle Espoir CEDJ, qui fédère notamment différents services qui interviennent en matière de protection de l'enfance. Donc, on aura ces 2 prises de parole successives. Donc, je vous invite à les écouter attentivement. Et pour ce qui on aura ensuite un dernier temps, qui sera un temps d'échange où vous pourrez les interroger pour soit avoir des compléments éventuellement d'informations, en tout cas des compléments d'éléments par rapport à ce qui auront pu être dit, soit leur poser des questions sur des sujets sur lesquels vous attendez éventuellement des réponses et vous n'auriez pas eu les réponses. Ce que je vous propose pour ce faire, c'est soit de passer par le chat, donc au fur et à mesure, ça peut être bien parfois de pouvoir poser ces questions au fur et à mesure de l'intervention. Et donc, nous nous ferons un plaisir avec Thierry et moi-même de récupérer les questions pour en être les porte-voix. Nous poserons vos questions que nous aurons vues sur le chat. Et si vous préférez prendre la parole, on va dire en direct, vous aurez aussi évidemment la possibilité, en ouvrant le micro à la fin des 2 interventions, de poser vos questions. Donc, le seul point d'attention, c'est qu'on ne s'arrêtera pas après l'intervention de Mme Pelatte. On prend les questions, on prendra vraiment toutes les questions à la fin. Donc, il faudra que vous précisiez à qui quelle est la personne que vous interrogez de nos 2 intervenants. Le dernier point, et ensuite je passe vraiment la parole à Mme Pelatte, c'est que vous l'avez noté en entrant dans la salle, on enregistre la séquence pour permettre qu'elle soit après visionnée et revisionnée éventuellement par d'autres collègues des cités éducatives. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir que toute la séquence est enregistrée. Thierry, éventuellement, est-ce que tu avais un mot à dire avant qu'on passe la parole à Madame Pelatte, pardon. J'ai hâte d'écouter. La coéducation, ça m'interpelle au niveau du vécu. Bon, eh bien écoute, donc sans plus tarder, je vais proposer à Madame Pelatte de nous parler de ces sujets relatifs notamment à la question des parents dans la cité éducative. Bien, je vous remercie. Avant tout, est-ce que vous voyez le support du coup que je suis en train de projeter? Oui, très bien. On Oui. va peut-être le mettre en plein écran. Il faudra que vous nous disiez à peu près quand est-ce que vous voulez qu'on change la diapo, mais ça devrait se dérouler. Du coup, soit je le projette moi et je change au fur et à mesure, soit vous Là, le c'est faites. vous qui le projetez, là? Oui. Eh bien, faites comme ça. Faites comme ça, c'est Fais comme parfait. ça? On fait comme ça. Tac.
Alors, ah oui, non, j'ai des soucis en fait pour. Je veux bien que vous projetiez, excusez-moi, j'ai des soucis pour le faire défiler. Ok, alors du coup, retirez voilà, votre partage d'écran et c'est donc chez nous qu'on va Excusez-moi, ouais, proposer le partage d'écran. j'avais déjà rencontré ce souci et ouais, je sais pas ce qui se passe. D'où l'intérêt de vous l'avoir envoyé en amont. Oui, on est en train de le projeter. Merci beaucoup. Mais déjà, Voilà. bonjour à toutes et à tous, hein. Merci beaucoup pour cette invitation donc à ce second webinaire donc sur la thématique des relations avec les familles. Bon, en attendant que le diapo arrive, donc Julie Pelat, donc effectivement, je suis de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation inclusive, l'INSEI, et rattachée donc au groupe de recherche de cet institut, le GRAP, et chercheur associé également au laboratoire EMA de Cergy, l'université de Cergy. Voilà, donc bon, la thématique des relations aux familles, c'est une thématique très large, hein, donc j'ai dû faire des choix aujourd'hui et recentrer mon propos. Et j'ai choisi de recentrer mon propos sur la question de la participation des familles dans les cités éducatives, du point de vue des textes, des rapports, mais aussi au regard donc, de nos premiers résultats d'analyse et de discours. Donc, mon propos est à resituer dans le cadre d'un groupe de travail, hein, comme je l'ai indiqué là sur la slide, un groupe de travail intitulé Participation à Alliance éducative, dont je me fais porte-parole aujourd'hui. C'est un groupe de travail du réseau scientifique national Cité éducative et recherche en éducation, le CER, piloté par Benjamin Moignard, Stéphanie Ruby et Daniel Frandy. Et nous, notre petit groupe, enfin on est quand même 6 chercheurs, donc c'est pas si petit que ça, mais notre petit groupe de travail est composé donc d'Audrey Boulin, Benjamin Denchaud, Laurie Genet, Maïté Juan, Marion Lemoine et moi-même. Voilà, donc dans la slide suivante, je vais vous présenter donc notre échantillon. Alors, dans ce travail, nous croisons et nous analysons les données récoltées au sein de nos terrains d'enquête. Donc, au total, ça représente 7 cités éducatives. À partir de méthodologies d'enquête diverses et complémentaires, alors nous réalisons des observations, des entretiens, certains collègues des questionnaires, c'est pas mon cas avec ma collègue Audrey Boulin, mais voilà, certains collègues donc des questionnaires, mais aussi des analyses de documents comme les textes institutionnels ou les documents produits par les professionnels, tels que les dossiers de labellisation, les comptes rendus de réunion, les fiches projets, etc. Je précise également que nous ne sommes pas toutes et tous au même stade d'avancement sur nos terrains d'enquête. Voilà. Donc, au total, mon propos portera donc sur un peu moins de 200 entretiens réalisés avec différents acteurs, donc 200 entretiens sur les 7 cités éducatives, des entretiens réalisés avec des professionnels, des parents et des jeunes. Et nous avons aussi effectué donc des observations de temps de réunion, de comité de pilotage, comité technique. Donc, en fait, c'est tout ce matériau-là hein, sur lequel je m'appuie pour aujourd'hui vous proposer cette présentation. Alors, dans la slide suivante, je vais vous présenter un peu finalement notre analyse en cours en me focalisant donc là cet après-midi sur la participation des familles, comme je vous disais, sa mise en œuvre concrète, mais aussi quelle représentation et conception sous-tendent cette participation, quelle forme de discours de la part des pilotes, des professionnels, des bénévoles émerge sur la participation des familles. Est-elle véritablement pensée ou est-ce que ça reste de l'ordre de l'impensé? À quel moment on se pose la question de cette participation des familles? Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est lorsque les actions sont mises en œuvre? Qu'est-ce qui change finalement avec les cités éducatives? Qu'est-ce que cette dynamique transforme? Qu'est-ce qui est rendu visible? C'est-à-dire qui existait auparavant, mais qui du coup est visibilisé aujourd'hui du fait de la dynamique. Bon, bien évidemment, en 30 minutes, je ne vous répondrai pas à toutes ces questions, hein, mais j'apporterai quelques éléments de réflexion, du moins j'espère, qui ont pour but de poser quelques jalons pour penser les relations aux familles. J'interviendrai donc en 3 temps. Donc la slide suivante, s'il vous plaît. Donc dans un premier temps, très rapidement, je reviendrai sur quelques recherches sur les relations aux familles et la notion de participation. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous présenterai les conceptions de la participation avant la mise en œuvre des cités éducatives à partir de l'analyse des discours d'acteurs professionnels ou élus.
Et enfin, dans un dernier temps, je présenterai quelques premiers résultats de nos analyses, parce que ce sont des analyses qui sont en cours, hein, donc des analyses qui se dessinent en termes d'évolution des discours, avec la mise en œuvre des cités éducatives, et je croiserai en fait ces premières analyses aux résultats des rapports de l'INJEF, donc de 2022, mais aussi aux récents rapports sur les revues de projets. Alors, concernant les recherches, c'est vrai que pendant longtemps, les parents ont été tenus à distance de l'institution scolaire, puis c'est à partir donc de la loi d'orientation de 89 que l'on va parler de parents en tant que membres de la communauté éducative. Et plus récemment, la loi de refondation de l'école, donc il y a comme plus récemment, mais ça fait une dizaine d'années, hein, 2013, cette loi insiste sur la coopération nécessaire, notamment en direction des parents dits les plus éloignés donc, de l'école. Les différentes recherches sur les relations école-famille documentent donc l'existence de dissonances, de malentendus, voire de différends relativement fréquents entre école et famille, ainsi que l'existence de manières différentes de les gérer, voire de les prévenir, notamment lorsque les élèves rencontrent des difficultés ou les équipes repèrent des besoins particuliers. Donc, les recherches sont d'ailleurs nombreuses sur les besoins supposés des enfants et des parents, mais elles sont beaucoup plus rares sur les demandes explicites des parents. Donc, certains auteurs tels que Paillet et Giuliani en 2014 ou encore Pierre Perrier, donc ça, c'est des références que je pourrais transmettre, hein, sans problème. Donc, ces auteurs étudient les incertitudes de part et d'autre dans la relation, les confusions de rôle aussi, les jeux de confiance entre enseignants et parents, ou encore l'importance de l'éthique dans l'échange d'informations sur les familles. Et donc, sur le terrain, on voit fleurir progressivement tout un ensemble d'initiatives et de dispositifs tels que les espaces parents, les cafés des parents, l'OEPRE, donc ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves, hein, pour ne citer que, mais du coup, des dispositifs qui vont fleurir plus particulièrement dans les quartiers populaires où la question sociale rejoint la question scolaire. Et ce foisonnement d'actions mobilise les professionnels internes et externes à l'école sur cet enjeu commun des relations aux familles. Donc, il s'agit bien de rapprocher ces parents les plus éloignés de l'école, de favoriser leur participation à la vie de l'école et à la vie de la cité de manière plus globale. Et donc, la qualité des relations aux familles constitue désormais l'un des prismes au travers duquel les inégalités scolaires sont perçues et interprétées. En faire l'analyse, ça nécessite de différencier aussi les types de familles ou plus précisément les configurations familiales et ne pas englober les familles populaires sous une même étiquette. Et d'ailleurs, à ce propos, déjà dans les années 90, Glassman montrait que la notion de famille en contexte REP renvoyait à un horizon extérieur défaillant, référencé à une culture autre, une culture populaire, immigrée, alors que la notion de parent renvoie à un individu responsable. Et de même, Perrier, donc dans un article plus récent, rappelle l'hétérogénéité constitutive des familles migrantes et appelle à la vigilance quant au réflexe de globaliser. Donc la question de l'hétérogénéité des familles populaires et immigrées, mais aussi l'hétérogénéité du corps enseignant, appelle une certaine vigilance dans l'usage de catégories souvent trop larges qui masquent des différences importantes au sein même de ces catégories. Donc, pour reprendre mon fil sur l'ouverture de l'école, les travaux donc, de Jean-Paul Paillet et de Pierre Perrier, mais d'autres également, montrent bien que l'ouverture de l'école et le décloisonnement de l'espace scolaire induisent une pression normative supplémentaire sur les parents les plus éloignés des normes scolaires, car désormais la participation ou la collaboration constitue un attendu scolaire, mais plus globalement une attente institutionnelle. Cela ajoute alors une pression supplémentaire pour des familles qui ne maîtrisent pas les codes de l'école.
Cet enjeu participatif, donc des parents d'élèves, correspond à de nouvelles exigences qui nécessitent d'être capables de s'informer, de comprendre, d'intervenir dans la scolarité, d'entrer en interaction en fait avec les différents acteurs des institutions. Et donc, ça nécessite aussi, ça requiert des savoirs inégalement possédés en fonction des familles. D'ailleurs, les droits formels des parents ne se traduisent pas tous en droit réel. Et la composition des associations de parents d'élèves élus est un parfait exemple. Les parents les plus éloignés de l'école sont les moins présents dans ces associations et sont aussi ceux qui ne maîtrisent pas les subtilités de la communication et le code des interactions avec l'institution scolaire. Donc la participation, je le disais, est devenue une sorte d'injonction qui questionne la portée émancipatrice des dispositifs participatifs, et les dispositifs mis en place légitiment certains modes d'expression, confortent le maniement de certains codes du débat par les classes les plus aisées. Mais qu'en est-il des autres familles? Comment cette parole est-elle prise en considération? Dans les cités éducatives, les parents qui participent sont ceux qui sont déjà établis, qui sont souvent en proximité sociale avec les équipes enseignantes, avec le secteur associatif, avec les élus, et donc leur représentativité est biaisée. Donc, pour réfléchir à ces formes de participation, donc là, il y a cette échelle d'Einstein que je vous propose. On peut s'appuyer sur ces travaux-là afin de cerner finalement les différentes formes de participation. Donc, Einstein a du coup construit cette échelle en différents degrés. Un premier degré qu'elle intitule « Information », qui vient légitimer le terme de participation. L'information est à la base de toute démarche participative, mais le flux d'informations est à sens unique. Un second niveau est intitulé « Consultation ». Il est défini par la présence des personnes dont on recueille les avis et les opinions. Et dans ce cas, les participants peuvent être consultés dans un souci de réponse aux injonctions. Le troisième niveau, proposé par Einstein, est la réassurance. Ici, les participants accèdent véritablement à un droit de parole, de critique et de proposition, mais l'ensemble de ces discours reste soumis à l'adhésion ou aux accords des professionnels détenant le pouvoir de décision. Donc, pour Einstein, l'information, la consultation et la réassurance représentent des formes de participation symbolique. Dans ces différents stades, les parents participent sous forme collective ou individuelle et ils approuvent ou non des décisions qui leur sont données à voir. Donc, les parents qui participent symboliquement participent sans être impliqués et on pourrait parler ici de participation limitée. Toutefois, donc Einstein propose des niveaux de participation supérieurs, dont un niveau qu'elle intitule partenariat. Et si on transpose à l'échelle, à l'étude des relations aux familles, le partenariat serait défini comme une forme de redistribution du pouvoir émanant des négociations entre les décideurs et les parents qui participent. Et donc, l'auteur propose ensuite le niveau de délégation de pouvoir qui correspond à un transfert de responsabilité aux citoyens pour gérer un équipement, par exemple, de manière autonome. Vient ensuite un niveau de contrôle citoyen où les parents s'empareraient des pouvoirs de décision et où ils s'impliqueraient véritablement au sein de la conception, de la planification et même de l'évaluation des différents projets dans lesquels ils sont investis. Donc, ces trois niveaux de participation, ces trois derniers niveaux, donc le partenariat, la délégation de pouvoir et le contrôle citoyen, constituent donc aux yeux d'Einstein des formes de participation effective qui sont assimilables à une forme d'implication des parents. Et donc, ce qui m'amène à vous parler là maintenant des cités éducatives et des conceptions et pratiques de la participation des familles avant la mise en place des cités éducatives. Donc, ça se base sur le discours des professionnels interviewés. Donc, c'est des discours qui ont été recueillis du coup en amont ou vraiment tout au début de la labellisation. Donc, pour ce qui est de l'éducation nationale, on repère une tension entre, d'une part, la recherche de la présence des parents d'élèves et l'usage de l'information collective, via notamment les réunions collectives. La présence des parents vaudrait participation et le nombre permet de qualifier celle-ci. Et donc, d'autre part, la mobilisation des registres individuels pour le traitement des difficultés
la capacité des parents à faire face et à agir avec les professionnels scolaires vaudrait reconnaissance de la participation parentale et des compétences attendues et associées. Donc, les conceptions et pratiques sont assez fortement articulées à la lecture, en contexte que les acteurs disent avoir des enjeux de coéducation et ou du comment faire communauté éducative. Enfin, dans les discours de l'éducation nationale, la participation des parents est synonyme de représentation effective des parents d'élèves. Pour ce qui est maintenant des villes et des représentations concernant les villes, les agents des villes, les professionnels qui y travaillent, on repère 2 types de conceptions et de pratiques énoncées, mais pas toujours partagées par les différents acteurs. Donc, je disais les professionnels, mais on a aussi des élus dans l'échantillon, des cadres et autres professionnels des collectivités. Donc, au niveau individuel, les conceptions sont très liées aux actions de soutien à la parentalité, aux offres d'aide et de soins proposées par les dispositifs. Là encore, l'implication du parent vaudrait la participation. Lors des réunions de représentation des collectifs d'habitants tels que les conseils de quartier ou les conseils de citoyens mis en œuvre par les municipalités, donc là c'est un deuxième type de conception, la présence, le nombre et l'assiduité serviraient à qualifier la participation et même à estimer la perspicacité du mode opératoire proposé. Concernant maintenant donc les préfectures, pour ce qui est des décideurs, la question de la participation est plutôt liée à celle du financement des actions. Par exemple, dans le cadre du volet éducatif du contrat de ville, et j'en dirai 2 mots aussi tout à l'heure. Alors, le fait que les porteurs annoncent et ou apportent la preuve qu'ils travaillent avec les parents est finalement un critère d'éligibilité mis en avant par ce niveau, donc par le niveau des décideurs. Et au niveau des délégués du préfet, on repère parfois dans le discours une pratique de l'aller vers, des rencontres de mini-collectifs de parents, la recherche et la reconnaissance des formes de présence et d'implication avec un soutien affiché à certaines initiatives. Donc tout cela relève du discours et des interviews qu'on a pu avoir avec les acteurs. Et enfin, pour finir, au niveau des associations, on repère une volonté forte d'impliquer les parents au plan individuel, mais aussi de constituer ou de s'appuyer sur des collectifs de parents à partir d'objets de travail proposés par les associations et ou définis avec les parents. Donc, l'implication et la mobilisation des parents sont recherchées comme gage de participation et comme un moyen de crédibiliser l'action. Mais les cadres des associations indiquent leurs difficultés à soutenir ces démarches, notamment les dynamiques partenariales, les réunions et instructions des dossiers qu'ils décrivent comme chronophages. Donc, ce qui m'amène maintenant à vous parler de l'évolution des conceptions, de ces conceptions croisées au rapport et à la récente actualité donc en politique de la ville. Alors, quelles sont ces premières évolutions? Donc, on constate que pour l'éducation nationale, la cité éducative soutient les formes de participation déjà existantes. Pour les municipalités, il s'agit de mise en œuvre de participation majoritairement symbolique, si on fait le lien avec le cadre d'Einstein. Et enfin, pour les préfectures, la participation des parents est plus distante sur le mode de la consultation. On voit cependant donc l'émergence d'une doctrine avec la volonté partagée d'atteindre une participation effective des parents, même s'il y a toujours cette oscillation entre les 2 niveaux de participation, à savoir la participation souhaitée et la participation symbolique mise en œuvre. Donc, ces premières analyses rejoignent en partie les éléments présents dans le rapport de l'INJEP de 2022, mais également le récent rapport des revues de projet. Donc, concernant le rapport de l'INJEP, de Tana Stromboni et Roman Urbano, donc chargés d'études et d'évaluation à l'INJEP, concernant ce rapport, des premiers éléments d'analyse apparaissent et rejoignent le discours des acteurs interviewés. Donc, le premier élément, c'est que les parents sont perçus avant tout comme des bénéficiaires, moins comme des acteurs. Un deuxième élément renvoie à l'existence d'un consensus sans réelle réflexion partagée sur la place accordée aux familles, la place laissée à la participation. Le rapport pointe des visions divergentes sur la place des familles et des actions à développer à leur égard.
avec 4 postures différentes selon que l'on soit pilote de l'éducation nationale, collectivité territoriale, préfecture ou structure associative, ce qui rejoint nos premiers éléments d'analyse. Un troisième élément correspond au champ d'action varié à destination des familles qui cohabitent avec une réelle difficulté à les inclure en tant qu'acteurs. Et là, le rapport met en avant des actions qui visent plutôt l'information et la montée en compétences, mais moins la participation des familles. Un quatrième élément renvoie au faible renouvellement des modes d'intervention auprès des parents, mais plutôt une logique d'extension finalement d'actions déjà existantes. Enfin, cinquième et dernier élément montre une implication modérée des institutions autres que les collectivités, avec par exemple une moindre implication de l'éducation nationale, mais qui conserve cependant son rôle de prescripteur, celui qui repère et qui oriente les élèves vers les dispositifs. Donc, on peut dire finalement que la cité éducative conforte ce rôle de l'éducation nationale. Pour ce qui nous intéresse, donc à savoir la participation des familles, les partenariats au sein des cités éducatives semblent s'inscrire dans la continuité de l'existant, même s'il apparaît déjà une dynamique de renouvellement. Des nouvelles modalités de collaboration intra- et interinstitutionnelle, par exemple, de nouvelles modalités de travail, avec l'exemple du rapprochement du secteur associatif et de l'éducation nationale qui, dans le rapport, apparaît comme la principale plus-value des cités éducatives. Donc, sans transition maintenant, je vais évoquer le rapport synthétique des revues de projet, donc qui a été récemment publié, là en 2023, mais je vais vraiment l'évoquer rapidement et sous contrôle donc, de l'ANCT. Donc, ce rapport présente plusieurs pistes à creuser du point de vue de la recherche. Donc, on y trouve les grands principes régulièrement mis en avant, tels que associer les enfants, les jeunes et leurs familles au projet, ajuster les actions à leurs besoins ou encore les repositionner comme véritables acteurs de leur parcours. Mais ce qui est intéressant, c'est que 2 modalités principales d'association des bénéficiaires sont mises en avant. La première modalité d'association, celle qui est la plus prégnante, c'est la consultation en amont de la construction du projet. Donc, ce qui renvoie là au deuxième niveau de participation symbolique, si on reprend le modèle d'Einstein, entre l'information et la réassurance. Une deuxième modalité d'association correspond à la mobilisation dans le portage d'actions. Là, ça renvoie plutôt à une participation effective de l'ordre du partenariat, toujours en référence au modèle d'Einstein. La participation des familles aux instances de pilotage de la cité éducative est, elle, plus occasionnelle. Et parmi les autres modes de participation, on va retrouver des modalités d'association à des groupes de travail thématiques, la réponse à des enquêtes d'évaluation des actions ou encore l'invitation au temps fort. Et ces 3 autres modalités de participation renvoyant à une participation symbolique des familles, quand bien même la participation effective est visée dans les textes de la cité éducative au travers aussi des discours recueillis auprès des membres de la Troïka. Donc, au sein des discours qu'on a pu recueillir sur nos terrains d'enquête, on voit bien qu'il y a une réelle volonté d'atteindre une participation effective où les parents seraient impliqués aux différents stades du processus de mise en œuvre des projets. Pour ce qui est des familles, d'ailleurs, le terme employé comme catégorie générique, c'est le terme employé comme catégorie générique dans les textes institutionnels. Leur association au projet reste un axe de travail à approfondir dans les années à venir, d'autant que cette thématique des relations aux familles reste prédominante au niveau des actions portées par les cités éducatives. Globalement, l'implication semble se réaliser en aval du processus de décision et à un moment où les principales options ont été envisagées et sélectionnées. Les participants n'ont aucune certitude d'avoir un poids dans les décisions finales, leur implication pouvant servir parfois de caution démocratique à des mesures plus verrouillées. Là, je renvoie aux travaux donc, de Blondieu. Donc, parallèlement à la mise en œuvre des cités éducatives, voilà très bien la slide sur les volets éducatifs, l'enjeu de la participation est réactualisé par le ministre délégué de la Ville et au Logement qui a mis en place début mars une commission intitulée « Participation citoyenne des quartiers » présidée par Mohamed Mekmash, qui est fondateur du collectif Hack le Feu,
L'enjeu de cette commission, c'est de coordonner la tenue de réunions de concertation dans les quartiers populaires et s'assurer que la parole des habitants soit prise en compte dans les futurs contrats de ville. Donc, l'objectif annoncé, c'est le plan quartier 2030 qui se construira, je cite, avec les habitants des quartiers populaires dans une volonté de laisser place à la concertation au plus près des citoyens. Et donc, cet élan participatif fait partie des préoccupations actuelles des préfets à l'égalité des chances. C'est un véritable enjeu dans leur feuille de route pour la mise en œuvre des futurs contrats de ville. Et on voit bien du coup que les enjeux de la cité éducative croisent ceux plus larges du renouvellement de ces contrats de ville. Le point de rencontre peut d'ailleurs se situer sur cet enjeu participatif dont chaque membre de la Troïka en a des représentations et définitions très différentes. Donc, la dynamique des cités éducatives, elle représente une occasion pour ces membres de la Troïka de se rencontrer sur cet enjeu, de tester leur capacité de gouvernance commune, laissant place à un jeu d'acteurs subtils, un jeu de légitimation possible des places, des rôles de chacun. Vous pouvez passer la slide suivante. Donc, les éléments des deux rapports présentés, que j'ai présentés très rapidement, rejoignent en partie nos observations de terrain, notamment le fait que la participation demeure un enjeu actuel pour la Troïka. Les membres de la Troïka semblent se soucier de la participation, mais ne savent pas toujours comment la mettre en place et comment penser une doctrine partagée. Ils passent alors parfois par un tiers, qui peut d'ailleurs être le chercheur. Si j'ai le temps, je vous ferai part d'un exemple tout à l'heure, mais qui peut être le chercheur et qui peut aider, qui est sollicité pour mettre en œuvre cette participation. On constate également un ciblage sur les familles les plus vulnérables. Il ne s'agirait pas de mettre en œuvre une participation générale collective, mais plutôt d'aller vers, souvent avec peu de succès, certaines familles les plus éloignées des institutions. Et donc, ce ciblage sur certains parents pensés avant tout comme des bénéficiaires montre des représentations assez réductrices finalement de la participation qui est pensée dans une dimension principalement individualisée et dépolitisée. Et donc, s'il me reste un petit peu de temps, j'illustrerai du coup ce que je vous présente là par une courte étude de cas qui finalement illustre, oui, cette occasion de gouvernance commune. Il s'agit en fait de l'invitation de chercheurs par les membres de la Troïka à présenter leur projet d'accompagnement par la recherche à propos de modalités de déploiement de la cité éducative et ses effets sur les professionnalités, les registres d'alliance et la participation des habitants. Et donc la réunion, la rencontre a lieu en présence du préfet à l'égalité des chances. Et au-delà de la recherche proposée, l'intérêt manifesté des membres de la Troïka, plus particulièrement du PEDEC, concerne la question de la participation en lien avec le contrat de ville qu'il pilote. Et dans un premier temps, il donne son avis sur la proposition de recherche. Il souligne que l'intérêt de la recherche serait de faire remonter les besoins des familles, notamment celles qui n'ont pas recours à leurs droits en termes d'allocation ou celles qui sont primo-migrantes. L'identification de ces besoins permettrait de les convertir en modalités d'action pour les contrats à venir. On voit ainsi clairement comment le chercheur, finalement, deviendrait un tiers pour aller vers et recueillir la parole des familles vulnérables. Des échanges auxquels participent la DAZEN et le maire de la ville, qui était resté jusque-là plutôt silencieux. Ensuite, ces échanges ont lieu sur les modalités et les méthodologies envisageables. Et donc, ils vont nous proposer, par exemple, la mise en place de focus group. Et là, les trois pilotes semblent ainsi d'accord sur le fait de montrer en quoi la cité éducative, comme nouvelle structuration, permet d'éclairer leurs points faibles quant aux familles et comment ils pourraient, collectivement, conjointement, y proposer des solutions. Donc, ce rendez-vous qu'on a pu avoir avec les membres de la Troïka dépasse finalement la seule présentation du projet de recherche. Il est pour les membres de la Troïka une occasion de se rencontrer et de tester leur capacité de gouvernance commune. Et pour les chercheurs, il permet aussi d'observer des jeux d'acteurs et de légitimation subtile qui questionnent la construction de possibles alliances éducatives. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Julie, de cette présentation très complète sur notamment vos différentes études sur les cités éducatives. Alors, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, pour le moment, on ne va pas poser de questions, donc on va donner la parole à Monsieur Frédéric Jésus, que j'ai présenté tout à l'heure, pour qu'il intervienne également sur le sujet. Alors, je crois que il était question évidemment notamment de travailler sur ces enjeux de coéducation, et donc on prendra les questions après, et donc je réinvite les participants, ceux qui assistent, à poser leurs questions éventuellement par le chat. Alors, on n'est pas très nombreux, donc on pourra le faire aussi sur des prises de parole orales si vous le souhaitez. Monsieur Jésus, je vous laisse la parole. Pardon, il faut que vous activiez vous-même votre micro à gauche. Voilà. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et je vous remercie moi aussi de votre invitation pour aborder cette question de la relation avec les familles. Je dis bien avec les familles, dans la mesure où cet intitulé permet de désigner, au-delà des parents, la présence aussi des enfants eux-mêmes, qui membres éminents de la famille. Certains disent même que les enfants font la famille, ce qui reste peut-être à prouver. Et puis aussi, au-delà des parents et des enfants, de la parentèle, la famille élargie, qui peut trouver son rôle dans une perspective éducative et co-éducative. Alors, Madame Pellat, dans la roue de Dominique Glassman, a fait remarquer qu'il y avait une certaine tendance à la parentalisation des politiques familiales, et que il me semble important dans ce webinaire de se prémunir de cet excès de parentalisation. J'y reviendrai. Je vais, à partir de quelques éléments biographiques, vous proposer ma conception depuis 20 ans que j'y travaille du concept conception du concept. C'est pas très élégant. En tout cas, ma conception de la coéducation, telle que j'ai pu aussi accompagner sa mise en pratique en insistant sur les grandes composantes de l'éducation qui justifient qu'on parle de co-éducation, avant de repérer quelques obstacles et difficultés qui, du point de vue aussi bien des démarches de projets éducatifs de territoire, les PEDT, que du point de vue des cités éducatives, peuvent se manifester. Et puis, je conclurai sur la question des temps libres, qui est peu citée et, à mon avis, insuffisamment investie d'un point de vue politique. Donc, des éléments biographiques, il ne s'agit pas de raconter ma vie, mais de contextualiser mon intervention en fonction de mon parcours professionnel et associatif, puisque je suis en effet un ancien pédopsychiatre de service public, c'est-à-dire que j'ai dirigé des structures et des services et des secteurs de psychiatrie infantile-juvénile, et notamment des consultations ambulatoires dans les quartiers, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain qu'en milieu périphérique. Et le principal intérêt de cette expérience pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est que cela m'a permis de passer beaucoup de temps à écouter des enfants, des jeunes, des parents et des professionnels de proximité en contact avec eux. Cette écoute qui m'a donné à percevoir l'importance et la valeur spécifique de la parole et du point de vue des enfants est pour moi une source d'inspiration permanente. On a beaucoup tendance à parler de politique éducative sans parler d'enfants ou éventuellement en parlant d'élèves, qui est la part de l'enfant sur laquelle l'éducation nationale est juridiquement compétente, mais ça réduit quand même le champ. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Donc, cette écoute de la parole des enfants, cette prise au sérieux et cette aide des enfants à co-construire avec eux des solutions aux problèmes qui les concernent, et même à ceux qui ne les concernent pas d'ailleurs parfois, est un capital précieux dans mon propos et mon propos d'aujourd'hui. D'autant qu'il a été très vite croisé d'un militantisme actif dans le champ des droits de l'enfant.
de la promotion et de l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant, en particulier de ceux de ces articles qui, concernant le droit à l'éducation et le droit à la scolarité, mais aussi le droit au repos et au loisir, sont des droits qui se croisent et, je dirais, se potentialisent en permanence avec les droits des enfants à la participation et à l'information et à l'expression sur tous les sujets qui les concernent, et notamment leur participation aux décisions qui les concernent, notamment désormais dans le cadre familial. Je me suis régulièrement arrêté de fonctionner comme médecin de service public pour participer à l'élaboration, l'évaluation, la mise en œuvre et l'évaluation d'un certain nombre de politiques publiques dans les champs enfance, jeunesse, famille, action sociale et peu à peu éducation. Je l'ai fait au niveau du ministère, je l'ai fait au niveau du département et puis au niveau de villes et de grandes villes, notamment la ville de Paris, qui est à la fois une ville et un département. Tout ce travail auprès des départements m'a amené, à propos des politiques de protection de l'enfance, à développer le concept de bientraitance, pas seul, avec quelques autres. Et ce concept de bientraitance est combiné avec celui des dynamiques de développement social local, m'a fait peu à peu déboucher sur celui de coéducation. Ça peut sembler étrange, mais c'est un fait que le premier bouquin que j'ai consacré à la question en 2004, à une époque où on parlait très peu de coéducation, s'appelait néanmoins Coéduquer, et son sous-titre était Pour un développement social durable. C'est-à-dire que il me semblait important d'inscrire cette perspective d'éducation en commun dans le temps et dans le développement des territoires. Ce qui rejoint, je dirais, certains des prémices des cités éducatives, mais avant eux, des projets éducatifs de territoire. Donc, en travaillant notamment à Paris pendant 7 ans, j'étais en chargé de mission, comme on dit, enfance-famille, et ça m'a amené à travailler en grande transversalité avec 17 directions techniques, et là à m'intéresser au caractère global et transversal des politiques aussi bien familiales qu'éducatives, quand bien même les directions techniques elles-mêmes ne souhaitaient pas forcément en entendre parler. Mais lorsqu'elles ont réalisé qu'elles pouvaient appliquer 8 tarifs différents aux familles sur le territoire parisien, ça a quand même fini par interroger. 8 grilles tarifaires, 8 logiques tarifaires, alors qu'on prétendait s'adresser à un même public, ça a justifié, entre autres choses, le fait de créer des passerelles et de transversalité des politiques municipales et départementales en direction des familles. Concomitamment, j'ai développé un militantisme associatif dans le champ de l'éducation populaire en m'engageant, et ça fait plus de 25 ans que ça dure, très activement dans le champ des centres sociaux et socioculturels. Ce qui a conforté mon approche pratique et plus uniquement théorique de la coéducation. Donc, je vous ai parlé d'un premier bouquin publié en 2004, j'en ai écrit 2 autres depuis. Et puis, peu à peu, au fur et à mesure que j'ai décidé en 2014 de mettre fin à mes activités médicales, j'ai développé des activités de consultant et tout particulièrement pour assurer des formations et des accompagnements de villes dans le cadre de leurs projets éducatifs de territoire, en même temps que j'intervenais aussi pour les caisses d'allocation familiale, certaines collectivités départementales, et puis depuis 2-3 ans, curieusement, pour l'éducation nationale, qui, c'est peut-être des effets à long terme de la loi de 2013 évoquée par Julie Pelatte, et dont je redirai un mot tout à l'heure, mais le fait est que le concept de coéducation s'implante dans toute sa complexité dans les champs d'intervention de l'éducation nationale, et moi je trouve ça prometteur, même si à mon avis, on est parti d'un quiproquo initial. Mais on en est là et c'est plutôt intéressant. Et enfin, je dirais que cette écoute et cette prise en considération de la parole des enfants
donc qui pour moi était une source de connaissances et de guide pour l'action, m'a tout particulièrement mis en alerte très tôt et en éveil sur les besoins de cohérence éducative exprimés par les enfants, de prévention des conflits de loyauté qu'ils pouvaient éprouver à l'égard des différents adultes en situation éducative qu'ils pouvaient rencontrer au fil de la journée, de la semaine, de l'année, et même de toute leur vie. Conflits de loyauté, lorsque des désaccords se cristallisent sur leur personne et qu'ils émanent de personnes pour lesquelles ils ont de l'estime, leurs parents, leurs enseignants, leurs animateurs de centres de loisirs, et leurs éducateurs sportifs et tous autres. Donc, ce besoin de cohérence et de prévention des conflits de loyauté, alors bien sûr, en tant que pédopsychiatre, j'étais en première ligne pour en voir les effets les plus néfastes, mais j'ai pu assez rapidement, dans d'autres activités, généraliser ce besoin des enfants donc, de cohérence éducative et de réduire les tensions inutiles dont les ambitions de leur éducation fait l'objet ou sont la cible. Et puis, j'ai aussi, à l'écoute et à l'accompagnement des parents, appris un certain nombre de choses que Julie Pellat, d'ailleurs, a souligné à travers les études qu'elle nous a relatées et qu'elle a menées elle-même. D'une part, j'ai assez vite compris que le soutien à la parentalité était un concept peut-être à double emploi, éventuellement qui pouvait se retourner contre les parents eux-mêmes. Et on l'a vu à certaines occasions au fil des années 2000, bien plus qu'une approche du soutien à la parentalité qui peut confiner au contrôle psychosocial sur des familles en difficulté. Il me semble intéressant de s'intéresser à la condition parentale, comme on a pu parler de conditions ouvrières, de conditions féminines, de conditions de l'enfant. La condition parentale, c'est l'ensemble des circonstances qui déterminent pour les parents leur possibilité de le devenir, de l'être et de le rester, que ce soit des conditions liées aux revenus, au logement, au transport, aux équipements publics de leur environnement, à l'urbanisme, et puis aussi à des questions relatives à leur parentalité dans le domaine, je dirais, intime, personnel, qui est aussi constitutif de leur expérience de parents. Mais très vite, j'ai souhaité m'intéresser à la promotion et l'accompagnement de la condition parentale plutôt qu'au soutien de leur parentalité, dont j'ai mesuré donc pas mal d'ambiguïté. Et puis surtout, cette approche m'a permis de repérer que les parents, en même temps qu'ils étaient des parents, étaient aussi des habitants, des citoyens, des travailleurs, des acteurs politiques, et par exemple ne pouvaient être réduits à des parents d'élèves. Et qu'ils étaient à terme des acteurs éducatifs dotés de responsabilités considérables. Alors, de responsabilités considérables, ça m'amène à évoquer la notion de coéducation, comment la définir, quels sont les acteurs, quels sont les espaces-temps en jeu en matière de coéducation. J'ai tendance à considérer que l'éducation en elle-même est un domaine assez vaste qui comporte 6 fonctions principales, qui sont déjà la protection, qui sont aussi la socialisation précoce ou durable, la transmission, la sorte de valeurs et de savoir-faire, y compris familiaux, l'instruction proprement dite et la formation, domaine où effectivement les établissements scolaires sont plus particulièrement impliqués, et puis l'émancipation qui est en même temps la finalité de toutes ces composantes-là. Le dire de la sorte, c'est aussi remarquer que de la protection à l'émancipation, il y a une sorte de continuum qui exprime à la fois la complexité et le caractère tout à fait stimulant de l'éducation en général. C'est-à-dire que par la protection, il est question de tenir la main des enfants, et par l'émancipation, il est question de leur lâcher. Le sujet qui justifie une approche coéducative, et il ne stresse qu'entre les deux parents, étant qu'il faut faire les deux en même temps, tenir et lâcher. Et que cette injonction contradictoire est proprement
intenable, mais en même temps, c'est comme ça que marche le monde et que fonctionnent les familles depuis l'aube des temps et dans tous les coins du monde. Donc, protéger et émanciper et entre-temps former, instruire, voilà déjà une mission considérable et donc on voit bien qu'elle ne peut pas être confiée à une seule catégorie d'acteurs et en particulier on ne peut pas la confier aux seuls parents. C'est bien pourquoi des institutions ont été constituées pour venir à leur côté. Dire aussi que, alors, il y a des définitions de la coéducation, mais je surveille le temps qui passe et je ne voudrais pas trop dépasser. J'ai remis un texte à l'équipe de Frédéric Bertougneux où vous pourrez trouver des éléments plus précis, mais je peux noter une définition qui est tout à fait intéressante et qui date du début du XXe siècle et qui dit que coéduquer, c'est donner ou recevoir une éducation en commun. Et cette approche me paraît d'autant plus intéressante que donner, recevoir indique le caractère transitif, interactif de l'acte éducatif et en commun ouvre tout un programme qui amène à considérer l'éducation comme un bien commun de fait. Et donc, la coéducation comme un processus et non pas comme une procédure qui permet d'organiser cette mise en commun et qui dépasse le simple partage rationnel des tâches et des compétences. Il y a là vraiment l'idée d'un projet politique, finalement, dans ce en commun. À un moment où, simultanément, on promeut la compétition plutôt que la coopération, ne serait-ce qu'entre les enfants eux-mêmes, en commun. Est-il dit plus récemment, dans un document présentant un séjour d'été d'enfants par le mouvement Scout des éclaireurs et éclaireuses de France du Tarn, je lisais la phrase suivante: chacun est amené à apprendre à l'autre dans un esprit d'entraide. De la même manière, il apprend de l'autre, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, c'est la coéducation. Voilà. Donc, à un siècle de distance, on a là l'idée de l'interactivité, de l'entraide et du partage, débouchant sur la mise en commun des compétences et des projets et des énergies. Si bien que la coéducation n'est pas un objectif en soi, ni une quelconque injonction, mais c'est plutôt une façon d'être, un état d'esprit qui ne peut pas reposer sur une programmation volontariste et par étapes, même si on peut effectivement envisager une programmation en sous-bassement à cette démarche, mais ce processus qui concerne aussi bien l'échelle de la famille que l'échelle du quartier, que l'échelle de la collectivité locale, que l'échelle d'un plus vaste territoire ou que éventuellement celle de la nation à travers une politique publique nationale. Ce processus nous dit autre chose encore. Il nous dit qu'il fait appel à une évolution que l'on peut observer avec tous ces chaos et ces hésitations, qui est celle de la démocratisation des relations éducatives au sein des familles et entre les familles et les institutions. En tout cas, moi j'ai consacré un bouquin à cette question sur la relation la démocratisation des relations éducatives avec un enseignant historique de la pédagogie Freinet, Jean Le Gall, et nous avons été amenés à dresser ce constat en même temps que ses limites, mais aussi ses promesses dans de nombreuses institutions à vocation éducative, y compris l'institution scolaire. Alors, encore une fois, soucieux du temps, je ne voudrais pas trop dévier là-dessus, dire que si on se place du point de vue des enfants, les acteurs de la coéducation sont faciles à repérer, en même temps ils sont innombrables, c'est-à-dire que ce sont tous les adultes, d'une part, que l'enfant va rencontrer du matin au soir, du lundi au dimanche, de septembre à septembre ou de janvier à décembre, ça dépend comment on voit l'année, et puis de 0 à 18 ans. Donc tous ces adultes-là, qui sont aussi bien
l'enseignant, que l'infirmière scolaire, que le chauffeur de car scolaire, et tant d'autres, et l'éducateur sportif. Mais ce sont aussi des autres enfants. Je ne vais pas le développer ici, mais quand même, ayant en tête pour la conclusion que le collectif d'enfants est un acteur de la coéducation. Et que d'ailleurs, historiquement, on a parlé de coéducation pour désigner les processus éducatifs qui se déroulaient dans les groupes d'enfants et de jeunes. Donc, à hauteur d'enfants, on peut repérer la diversité des acteurs qui eux-mêmes déterminent un ensemble d'espaces-temps éducatifs. La question étant de savoir si on s'intéresse surtout à la coexistence de ces temps éducatifs, à leur synchronie, pour parler savant. Et là, cette approche de coordination à un moment donné est un souci des politiques publiques le plus souvent, alors que l'aspect diachronique, c'est-à-dire la succession dans la durée et sur le long terme de ces espaces-temps éducatifs, est peut-être plus le souci au fond des parents qui eux-mêmes en ont la mesure et la perception de la naissance à l'entrée dans la vie adulte de leurs enfants, c'est-à-dire au moins sur 18 ans. Donc cette approche diachronique doit être aussi considérée. Ce sont deux modes d'approche de la coéducation, mais là aussi, tout l'art des politiques publiques qui s'élaborent au titre des PEDT, des cités éducatives, c'est de prendre en considération à la fois cette dimension synchronique des espaces-temps éducatifs et une dimension diachronique. Alors, après, entre ces espaces-temps éducatifs, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un certain nombre de hiérarchies plus ou moins explicites qui s'instaurent. Moi, je surprends souvent lorsque j'interviens ici ou là, en rappelant qu'à l'âge de l'école primaire, un enfant ne passe en classe chaque année que 864 heures. Rapporté à une année qui fait 365 fois 24 heures, ça veut dire que l'enfant ne passe en classe que 10% de son temps de vie. Bien sûr, je compte dans ce temps de vie, le sommeil, le repos, mais enfin quand même, 10%. Or, ces 10% semblent dominer malgré tout. Comme disent beaucoup d'analystes politiques, le temps dominant, c'est le temps de l'institution dominante. Et là, on voit bien que l'école, en tant que conquête républicaine, en tant que garante d'une ambition républicaine, d'instruction pour tous, apparaît comme l'institution phare. L'enfant ne passe que 10% de son temps de vie. Bon, je pose ça pour la suite et pour la conclusion, mais ça veut dire qu'à partir de là, l'institution scolaire étant reconnue comme dominante, elle entend synchroniser tous les autres temps et espaces-temps qui concourent à la tâche coéducative commune. Rappelez-vous qu'au moment de la réforme des rythmes éducatifs et scolaires, en 2013, 2014, 2015, il y a eu tellement de grincements, tout le monde, et notamment les médias, parlaient de rythme scolaire. En fait, il s'agissait surtout de rythme éducatif et scolaire. Mais malgré tout, le débat était focalisé par les syndicats enseignants et par les associations de parents d'élèves sur ce que ça faisait à l'école que de modifier tous les autres temps non scolaires. À partir du moment où on bougeait une demi-journée de temps scolaire dans la semaine. Donc, cette hiérarchie implicite entre les espaces-temps, elle est là, et elle amène peut-être à troubler le raisonnement. En fait, les 90% du temps qui reste, ce qui nous ramène à notre sujet, ce sont des temps qui sont placés sous la responsabilité juridique des parents, de facto, avec, heureusement pour eux, l'aide, le soutien des propositions des collectivités locales, notamment des villes pour ce qui s'agit des plus jeunes enfants, jusqu'à 12 ans, et puis des associations d'éducation populaire ou sportive ou culturelle de proximité.
Mais voilà, ce temps-là, il est sous la responsabilité des parents. N'oublions pas aussi le rôle important des collectivités locales pour assurer la restauration scolaire entre le temps scolaire du matin et de l'après-midi. Si bien que la loi de 2013, dite de refondation de l'école de la République, de programmation pour la refondation de l'école de la République, qui a le mérite d'introduire pour la première fois le concept de coéducation dans un texte de loi, et surtout dans l'annexe de son article 1, a aussi l'inconvénient de présenter la coéducation comme de nouveau focalisée sur un seul scénario et deux catégories d'acteurs. Le scénario, c'est celui de la coopération, de l'intérêt de l'enfant élève, puisqu'on le désigne comme élève dans cette loi, d'une part, les enseignants, mais surtout les enseignants de l'école primaire. La loi, de ce point de vue-là, est très primaro-scolaro-centrée. Et d'autre part, ces fameux parents que l'on désigne comme les plus éloignés de l'école, et qui sont soit des parents en difficulté sociale, soit des parents dont les enfants sont en difficulté d'apprentissage ou de comportement scolaire, etc., etc. Donc, on a une conception là en 2013 avec cette loi très réduite de la coéducation et qui renvoie sur le prétendu périscolaire et extrascolaire l'essentiel du débat sur ces fameux temps libres dont la dimension éducative n'est pratiquement pas prise en considération à ce moment-là. Alors, je crois qu'il est temps de conclure. Dites-moi combien de temps il me reste. Bon, excusez-moi, il vous reste 5 bonnes minutes, enfin 5 à 10 minutes. Alors, ça va aller. Je voulais reformuler tout ce que je viens de vous dire en insistant sur, mais je le ferai moins très rapidement parce que je pense que c'est les notions connues pour vous, sur une façon de reclassifier les différents contenus et donc les différents acteurs de l'éducation, comme le fait l'UNESCO lorsqu'elle parle d'éducation informelle, formelle et non formelle. L'éducation informelle, en résumé, c'est celle qui est délivrée par les familles, par le voisinage, par le quartier, sans programme mais au continu, avec une dimension de responsabilité et d'empathie qui prédomine dans l'acte éducatif. L'éducation formelle, c'est celle qui est délivrée dans le cadre et avec l'orientation de programmes qui sont d'ailleurs souvent des programmes nationaux qui déterminent les contenus ou le socle des contenus, des compétences, des connaissances, etc., qu'il convient à chaque enfant d'acquérir et de se voir délivrer avec des diplômes à la clé, donc l'éducation formelle. Et puis, le non formel, c'est tout le reste, c'est-à-dire c'est les temps libres, l'éducation pendant les temps libres, et qui est souvent, qui est le temps que l'enfant ne passe en gros ni en famille ni à l'école, et qui peut être un temps mis à profit pour d'autres apprentissages, dans d'autres circonstances, et avec d'autres logiques aussi de relations entre les enfants eux-mêmes. J'attire d'ailleurs l'attention sur un point qui est que lorsqu'on écoute bien ce que disent les enfants, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille comme médecin finalement, pour ma part, quand on écoute les enfants sur ce qu'ils disent de leur temps libre, ou plus récemment, lorsqu'on les a écoutés sur ce qu'ils avaient à dire des temps d'activité périscolaire ou périéducative qui ont été mis en place avec la réforme des rythmes éducatifs et scolaires à partir de 2013, les enfants insistent beaucoup sur la qualité et la diversité des relations qu'ils établissent dans leur groupe d'enfants comparé à la classe. C'est une évidence de le dire, mais ils expérimentent là entre eux des relations qui sont tout autres que celles qu'ils expérimentent en classe, où elles sont souvent dominées par une certaine tension, une certaine anxiété, un plaisir d'apprendre aussi, bien sûr, mais une atmosphère aussi de discipline, notamment corporelle, de contrôle régulier des connaissances, d'interdit de la coopération qui est dénoncée comme tricherie, etc. Et même de l'erreur qui est caractérisée de faute. Alors, donc, l'enfant vit dans le cadre de ces temps libres, même structurés, par une activité sportive ou culturelle,
ou autres, ou environnementales, ou citoyennes, l'enfant expérimente des modes de relation avec les autres enfants qui lui sont extrêmement précieuses et dont on peut faire le pari qu'elles lui seront précieuses toute sa vie. D'ailleurs, on voit bien la nostalgie que beaucoup d'enfants qui ont été scouts gardent de cette expérience du scoutisme beaucoup plus tard. Voilà, donc, écoutez, ça m'amène à ma conclusion finalement. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous présenter l'expérience de la cité des Chirolles, la cité éducative des Chirolles, mais elle exprime très bien ce que j'essaie de vous dire là. C'est-à-dire que il me semble que si l'on veut, reprenant cette catégorie en triangle, l'informel, le non formel, le formel, si l'on veut aider les parents, et même au-delà, les familles, mais déjà les parents et les enseignants, de sortir d'une relation en tête-à-tête qui peut être du face-à-face éventuellement hostile, ou du dos à dos hésitant, voire méprisant. Si l'on veut ouvrir cette relation duel à une sorte de triangle, de dialectique, des alliances à trois sommets, avec tout le secteur des temps libres, le secteur de l'éducation non formelle, on a des chances d'apaiser considérablement les relations éducatives, de poser les bases mêmes d'une démarche coéducative où chaque catégorie d'acteurs assume ses propres responsabilités dans leur spécificité, les met en commun avec celles des autres, mais sans les grignoter. Voilà. Vous trouverez dans le texte que j'ai transmis à M. Bertoni aussi les grandes caractéristiques méthodologiques d'une approche coéducative telle que j'ai pu l'élaborer. Et donc, à travers ce triangle coéducatif, créer une dynamique dont l'enfant sort bénéficiaire le plus souvent, enrichi, parce qu'il y a aussi une recherche de mise en cohérence dans l'absolu des apports de chacun de ces trois sommets du triangle coéducatif. Ça, dans un monde idéal, hein, je ne dis pas que tout ça se passe facilement, mais en tout cas, ça donne des perspectives politiques, me semble-t-il, aux différentes formes de participation que Julie Pellat a évoquées tout à l'heure. Et donc, je voudrais quand même dire que cette politique des temps libres, elle est quand même encore aujourd'hui peu développée, sauf peut-être dans les communes ou les intercommunalités, ou avec ce qu'on appelle le périscolaire et l'extrascolaire, et la dynamique relancée par les PEDT, et à mon avis, les plans mercredi n'ont pas réussi à compenser, il y a eu quand même l'engagement d'un vrai chantier sur qu'est-ce que c'est que des temps libres éducatifs de qualité. Mais il y a des fragilités, on le sait, notamment du côté de la formation, du recrutement, des conditions de travail des animateurs. C'est pourquoi le secrétariat d'État à la jeunesse a mis en place un comité de filière animation auquel j'ai l'occasion de participer en tant que représentant des centres sociaux et qui vise à conforter, consolider l'exercice du métier et au-delà de la conception même de l'animation dans le champ éducatif. Les villes ont fait ce travail, les départements, me semble-t-il, et les régions moins en moins, ne le font pas ou ne le font mal. Il n'y a pas de politique des temps libres des jeunes véritablement portée par les départements. Il y a une politique sociale avec la prévention spécialisée et au maximum l'aide sociale à l'enfance. Je suis bien passé pour le savoir, pour gérer des établissements de prévention spécialisée, enfin les services de prévention spécialisée et les établissements de protection de l'enfance, mais ça ne fait pas une politique généraliste des temps libres des enfants et des jeunes. De temps en temps, on s'alarme avec les RICS, mais ceux qui s'alarment de la survenue de RICS auraient pu s'alarmer auparavant de quelles sont leurs politiques des temps libres pour les adolescents sur leur territoire. Donc là, il y a, me semble-t-il, à la fois donc, des espoirs, ce que je disais sur le triangle coéducatif, qu'il me semble important de chercher à instituer en valorisant le secteur des temps libres éducatifs et en permettant notamment aux parents d'y déployer leur propre point de vue, leurs propres expériences, car bien souvent les parents savent peu ce que font leurs enfants, par exemple au centre de loisirs ou le soir dans les ateliers dits périscolaires.
Et puis, peut-être aussi auprès des enseignants, car j'ai malheureusement vu, lorsque j'accompagnais les villes qui étaient en train de mettre en place la réforme de leur rythme éducatif et scolaire, j'ai malheureusement eu l'occasion de voir des enseignants interdire à les animateurs intervenant dans leur école d'accéder le soir à la bibliothèque centre de documentation, la BCD. Et lorsqu'on arrive à une situation où une catégorie de professionnels éducatifs, les enseignants, interdit à d'autres, les animateurs, de permettre aux enfants d'accéder aux livres, on touche là un domaine d'absurde qui est une alerte. Donc, on peut s'en alarmer seulement, mais on peut aussi voir là un message, une incitation à dépasser cette contradiction dans l'intérêt des enfants eux-mêmes. Et il me semble, vraiment pour conclure, que c'est peut-être actuellement plus du côté justement de ce qu'on appelle l'extrascolaire, c'est-à-dire ce temps qui est vraiment clairement détaché de l'école, qu'il y a matière à construire, notamment avec les cités, dans le cadre des cités éducatives, une véritable perspective coéducative, en s'intéressant, alors en effet, aux besoins, mais aussi aux demandes des familles et notamment des parents, mais aussi des enfants et des jeunes en matière de temps libre éducatif. Qu'est-ce qu'on en sait, au fond, de leurs besoins et de leurs attentes? Il y a des besoins de sécurité. Ah oui, ça, on veut que les enfants ne fassent pas de conneries, surtout les adolescents. Mais ça, ce n'est pas le seul moteur d'une politique des temps libres éducatifs de qualité. Il y a d'autres approches possibles. C'est pourquoi j'aurais voulu, mais là, le temps me manque, vous lire quelques passages. Et j'avais juste le mentionner, puis si on a le temps tout à l'heure, je pourrais vous lire deux, trois passages plus précis, extraits d'un bouquin publié par Canopé sur la coéducation récemment. L'expérience de la cité éducative des Chirolles me paraît vraiment intéressante, en ceci que, à partir de l'été 2020, et en réévaluant chaque année comment ça se passait, avec quelles conditions, quels effets, quelles difficultés, quelles améliorations possibles. Donc maintenant, ça fait 3 ans qu'à l'initiative de la cité éducative des Chirolles, avec le soutien de la municipalité, des services de l'éducation nationale et l'appoint d'associations d'éducation populaire et une participation active des familles, le double dispositif des vacances apprenantes et des vacances en famille de la CAF, donc vacances apprenantes de l'éducation nationale, vacances en famille de la CAF, a été, ce double dispositif a été activé simultanément pour déboucher sur une action qui s'appelle les vacances apprenantes en famille et qui permettent, vraiment je résume, qui permettent sur plusieurs sessions dans l'été à des familles avec des enfants d'âges différents, des animateurs de la ville, des acteurs de l'association d'éducation populaire et des enseignants volontaires de partir en vacances ensemble et d'avoir des journées qui sont organisées autour de temps de loisirs, des temps d'échange, des temps de renforcement scolaire et au total de modifier en profondeur à travers le vécu partagé les représentations mutuelles que parents, enseignants, animateurs, enfants se font les uns les autres dans les différents temps de l'année scolaire en vacances. Voilà, je voulais conclure sur cet exemple finalement d'un temps dit de vacances qui peut devenir un temps de vacances éducatives dès lors que famille et professionnels y prennent non seulement leur place, mais qui plus est, y trouvent du plaisir. Très bien, merci Monsieur Jésus. Alors, je prends le relais de Frédéric pour vous remercier, ainsi que Madame Pellatte de ces 2 présentations. Alors, évidemment, tout ça, comment dire, on est au cœur, au fond, du concept des cités éducatives, à beaucoup d'égards. Alors, un mot quand même, Madame Pellatte, moi je suis un vieux de l'éduc. Je veux vous dire que les associations de parents d'élèves, c'est dès les années 70, vous voyez, quand j'étais à l'école normale d'instituteur,
mon mémoire de fin d'école normale, 1979, ça ne nous rajeunit pas. C'était ça, les associations de parents d'élèves. Et je dirais, et je trouve que ça fait le lien avec le propos de M. Jésus, qu'on fait le bilan aujourd'hui, vous voyez, de l'intervention des parents, à cette époque pionnière, il y avait l'idée réellement d'associer les parents au fonctionnement de l'école pour favoriser, au fond, les réformes, vous voyez, les progrès. C'était ça l'idée. Il y avait fondamentalement l'idée d'une participation active des parents à la grande marche de l'éduc. Quand on fait le bilan aujourd'hui, je le dis très froidement, hein, c'est un inspecteur d'académie qui parle, ça a complètement raté, c'est-à-dire on n'est pas du tout, nous ne sommes pas parvenus à toucher les idéaux de cette période un peu utopique comme l'a été la période de la fin des années 70, contrairement à ce que croient les gens, c'était une période extrêmement inventive. On a d'ailleurs posé les bases d'un certain nombre de choses qu'on a probablement oubliées en route. Alors avant, parce que moi j'ai évidemment quelques remarques à faire, mais peut-être Frédéric, on pourrait demander à nos collègues des centres de ressources s'ils ont des remarques à Tout à présenter. fait. D'abord à l'ensemble des participants, mais Oui, également, bien sûr. également peuvent prendre la discussion tous les collègues des centres de ressources. D'ailleurs, j'en profite pour remercier puisqu'ils nous ont aidés dans la construction de ce webinaire. Et donc la parole est ouverte, effectivement. Si vous avez quelques commentaires, quelques témoignages ou quelques questions à poser, il ne faut pas hésiter. On a encore une quinzaine de minutes grand maximum si on veut respecter le temps auquel on s'était engagé. Mais je crois que Monsieur Coignet avait une question ou deux, notamment pour. C'est toujours un premier, tu sais, le Thierry, qui doit commencer. Oui, c'est le plus dur. Oui, bonjour. Ça va, vous m'entendez? Très bien. On Oui, vous non, mais voit, je reviens. C'était en plus dans la lignée de ce que vous évoquiez, Monsieur Tesson, parce que je pense que notamment l'intervention de Madame Pellate sur l'échelle de la participation, en fait, nous invite à croiser cette échelle avec la notion de représentation, quoi. Enfin, la démocratie participative peuvent pas vivre l'un sans l'autre, en fait. C'est vraiment quelque chose de très fin, de très articulé, etc. Et effectivement, je voulais revenir sur les représentants de parents d'élèves. Effectivement, il y a un éclatement peut-être des modalités d'accueil, d'encadrement, de formation des parents d'élèves qui veulent s'engager. Mais malgré tout, est-ce que dans le cadre des cités éducatives, on n'est pas passé pour l'instant un petit peu à côté dans la manière de les associer, de les prendre en compte? Alors, je dis ça parce qu'on suit, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs cités éducatives, mais je n'ai pas le regard de l'ensemble de la France. Donc ça, ce serait presque le premier point, avoir votre regard là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas une marge de progression pour la suite, notamment le fait que le pilotage à trois têtes, quand même, dans beaucoup de cités éducatives, commence à trouver son rythme de croisière, ses logiques de fonctionnement? Est-ce que ce n'est pas le moment d'ouvrir aux représentants de parents d'élèves pour être un peu plus proche de la gouvernance, de l'animation et du pilotage? Voilà, c'était un peu ma première question, mais qui n'est pas que pour… Vous interrogez la mission nationale. Voilà, en fait, c'est une idée un petit peu globale, c'est pas que aux chercheurs, mais c'est voilà, est-ce qu'on n'est pas mûr là pour aller vers ça, quoi. Okay. Voilà. C'est ma première question. Voilà. Et puis la deuxième question, c'était plus à Madame Pellate sur, elle évoquait les formes de consensus sans débat. Je crois que c'est passé un petit peu vite dans votre présentation. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce que ça fait écho à des observations qu'on peut faire nous effectivement, quand on aborde la question des parents ou des familles, on voit bien qu'il y a une juxtaposition, ça vous l'avez très bien présenté, et que parfois on se met vite d'accord, mais sans vraiment discuter de fond, et que en fait on n'a pas du tout construit le langage commun, la vision commune, comment vous avez utilisé la doctrine commune. Voilà, on sent que c'est pas encore prêt, mais et ça, plutôt la question là, c'est est-ce qu'il malgré tout il y a des exemples? Est-ce que vous avez commencé à évaluer le fait qu'au bout de 3 années, cette dimension-là, ce consensus devienne un peu moins mou, un peu plus dur et se fasse un peu? Est-ce qu'on est prêt à discuter de ça et à aller vers ce sujet-là? En tout cas, nous, dans les premières observations, on sentait que la place des parents, ce n'était pas du tout le sujet. En 2020, 2021, voilà, c'était compliqué. Ça rentre un petit peu. Et on se dit peut-être que là, on peut commencer à aborder dans les cités éducatives ce sujet-là. Donc, voilà, mes deux petites questions. Non, ce n'est pas des petites questions. Je vais dire un mot sur ça. C'est que, après, je passerai. Je ne suis pas très poli, je parle avant Mme Pellate, mais c'est au nom de la mission nationale, on me le pardonnera. Bien sûr que, vous savez, là, les parents, nous on dit les habitants, ça renvoie à ce que disait M. Jésus, hein, et puis ce que disait Mme Pellate, les parents, les familles, enfin,
toutes comment dire, ces concepts qui méritent parfois d'être précisés. Ils ne le sont jamais. On est au fond dans un système complexe là, parce qu'on aimerait, nous tous, que les familles interviennent, etc. On a eu ce débat-là, comme nous sommes allés avec Frédéric à Marseille, et je me souviens qu'il y avait un débat, il y avait Jean de Biramas. Vous savez, moi j'ai une approche un peu, j'allais dire presque radicale. Quand vous avez l'absence des parents, c'est que parfois, sinon souvent, ils ont compris que c'est une notion de pouvoir, tout ça. Et le pouvoir, on ne leur donne pas. Donc, comme on ne leur donne pas, bah, ils savent qu'ils n'ont pas de, comment dire, de levier, et donc ils se disent, bah, c'est les gars de l'école qui vont gérer. Moi, j'étais principal de collège à Garges-les-Gonesse. Mon boulot était, à l'époque, ça date, hein, vous n'étiez pas né, mais c'était un truc où pour avoir des parents simplement représentants hein, dans les classes, pour les conseils de classe, c'était quasiment impossible. Et quand on faisait la rentrée, on faisait un truc spécial pour les sixièmes, pour avoir un maximum de parents en disant ils prendront l'habitude, etc., etc. Mais c'était très, très compliqué et souvent, on était un peu condamnés à utiliser des truchements, vous voyez, des responsables associatifs, parfois culturels, etc., qui nous aidaient. Donc, pour revenir aux cités éducatives, oui, c'est un enjeu fondamental. Ça renvoie au concept, je dirais juste ça, le concept des cités éducatives, ça a une notion quand même. Alors, j'ai employé un mot anglais bizarre, mais c'est l'empowerment. C'est-à-dire que le projet éducatif de territoire, si on pousse la logique éducative jusqu'au bout, ça doit être les gens du territoire eux-mêmes qui doivent gérer l'espace éducatif. Donc, projet éducatif de territoire avec un fonctionnement extrêmement déconcentré, sinon décentralisé, où les gens eux-mêmes décideraient. Alors là encore, ça soulève des tas de questions, hein, parce que les gens de la mairie, les gens de l'éduc, les gens du service de l'État, bah, il faudrait dans ce cas-là qu'ils fassent une place aux habitants, sinon aux parents, sinon aux familles. Donc c'est un vrai sujet, mais que je crois fondamental, vous avez raison de le soulever, parce qu'on ne peut pas, si vraiment on veut défendre le Conseil d'assises éducatif tel qu'il existe, hein, beaucoup de gens tournent autour, ne comprennent pas à quel point c'est, je veux dire comme ça, révolutionnaire. Et pourquoi c'est révolutionnaire? Parce qu'on part du principe que dans ces quartiers, il y a tellement de difficultés, tellement de problèmes, on est tellement à la ramasse, on a fort peu de marge de progrès, en tout cas on en a beaucoup, pardon, mais en termes de résultats, c'est quand même pas terrible. Et peut-être que dans ce pari des cités éducatives, ça renvoie à ce que vous avez dit, les parents, etc., quelque part de mouiller en fait tous les acteurs et tous les partenaires, ça pourrait obtenir des résultats. Vous voyez, c'est ça. Moi. En tout cas, moi, c'est l'idée que j'ai. Maintenant, je passe la parole à Mme Pellat. On lui demande pardon d'avoir parlé avant elle. Merci. Bon, je réponds, mais Monsieur Jésus peut aussi répondre, je pense, Oui, à ces questions-là. Mais c'est vrai que, alors là, ce qu'on observe au sein des cités éducatives, effectivement, on voit très peu les associations de parents d'élèves représentées dans les instances, mais une nouveauté qu'on a l'impression d'apercevoir, mais comme je vous le disais, c'est finalement des données qui sont en cours d'analyse aussi, et on analyse cette question-là, c'est que on s'autorise plus à changer de casquette en tant que professionnel et à porter la voix de parent. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant et c'est des constats en fait qui se recoupent dans notre groupe de travail. C'est qu'on voit par exemple des agents de la ville ou des personnels associatifs dire bon bah là moi je vais mettre ma casquette de parent et dire qu'effectivement bah voilà, et puis donner son point de vue, et ça c'est quelque chose qui émerge. Avec en même temps justement ce constat que les associations de parents d'élèves ne sont pas représentées ou très peu représentées. Là encore, on est sur 7 cités éducatives à des niveaux de travail, de récolte de données à différents niveaux, dans différentes temporalités. Donc, bon, faut prendre aussi avec du recul ces éléments-là. Et ensuite, sur cette question donc, du consensus sur la place accordée aux familles, ce qui est intéressant, là, ce qu'on a l'impression aussi de voir, c'est que cette question de l'évidence, en fait, d'associer les parents,
finalement, elle est davantage, elle semble être déconstruite davantage entre les membres de la Troïka. C'est-à-dire que quand on les questionne, on voit bien qu'il n'y a pas forcément un consensus dans la vision, mais en tout cas, il y a une volonté d'en discuter, d'en échanger. Et ça, c'est pareil, ça semble être nouveau au regard des recherches et des analyses qu'on croit, c'est qu'il y a cette volonté de faire converger des points de vue qui ne sont pas forcément concordants, mais en tout cas de les mettre sur la table et d'en discuter, de déconstruire ces évidences en fait. Ces évidences qu'il faut faire venir les parents, et puis de quels parents on parle, enfin, vraiment, il y a cette volonté du point de vue de la Troïka, hein, là, vraiment des acteurs de la Troïka, de déconstruire ça. Et donc, moi aussi, je trouve ça du coup assez prometteur parce qu'on peut aussi faire l'hypothèse que si ce point de vue-là et cette volonté de déconstruire et de réfléchir au niveau de la Troïka est désormais présent, on peut faire l'hypothèse qu'il y aura peut-être quelque chose de nouveau ou de nouvelles dynamiques qui vont apparaître aussi sur les territoires dans cette volonté de travailler ensemble, pas uniquement à deux têtes et rester scolarocentré sur les relations école-famille, mais bien d'ouvrir cette question de la relation aux familles avec les acteurs du territoire plus largement. Ah bien, Monsieur Jésus. Oui, rapidement sur ces deux sujets soulevés par M. Coignet et illustrés, enfin enrichis déjà par M. Tesson et Philippe Pellat. Sur les parents, la question qui me vient, en fait elle me vient depuis longtemps, c'est pourquoi se limiter à la mobilisation des associations de parents d'élèves, sachant déjà qu'on le sait tous, elles sont peu représentatives, elles sont les premières à le regretter elles-mêmes, que d'autre part, comme je le disais tout à l'heure, à l'élève, c'est l'enfant pendant 10% de son temps seulement. Alors même s'il ramène des devoirs à la maison, ça étend le temps scolaire sur l'espace familial ou ailleurs, mais quand même, parents d'élèves, c'est quand même très réducteur. On pourrait, sans écarter les associations de parents d'élèves, s'intéresser à d'autres modes de représentation familiale. Alors, d'un point de vue institutionnel, on peut mobiliser les unions départementales des associations familiales, les UDAF, bon, plus ou moins intéressés par ce genre de processus démocratique, mais enfin, on ne sait jamais. Et puis, sinon, je l'évoquais, mais c'est un peu mon terrain, les associations d'éducation populaire. Moi, dans le centre social et culturel de mon quartier, dont je suis un militant bénévole et administrateur, nous avons créé une université populaire de parents. Des parents qui ont travaillé avec une universitaire pour approfondir des questions de recherche qui concernaient, en l'occurrence, ce qu'ils ont voulu appeler les conditions de la réussite et de l'épanouissement des enfants. Ils ont formulé une hypothèse de recherche, ils ont mobilisé une universitaire, ils sont allés faire un questionnaire auprès des parents dans les immeubles, dans les quartiers, à la sortie des écoles, les centres de loisirs. Maintenant, parce qu'on s'est mis à travailler sur les temps libres aussi, pas uniquement sur le temps scolaire. Voilà. Et là, vous avez un terreau de parents qui sont certainement mobilisables. Et d'ailleurs, qui l'ont été. Parce que moi, j'habite dans donc, le 19e arrondissement de Paris. La cité éducative du 19-20 nous a fait signe. Et ça a été tout à fait enrichissant pour tout le monde. Donc voilà, peut-être ne pas limiter la représentation associative à celle des parents d'élèves, des associations de parents d'élèves, et plutôt que chercher la représentativité, chercher peut-être la diversité des parents. La représentation est illusoire, mais avoir des parents de conditions diversifiées, il me semble que ça reste intéressant et possible. Et là, dans la perspective, et ça m'amène au deuxième point de empowerment, ce disait M. Tesson, comme nous on dit, c'est développement du pouvoir d'agir. Développement du pouvoir d'agir des parents, qui sont aussi des habitants, des citoyens, des travailleurs, comme je le disais tout à l'heure, et qui, en tant que tels, ont une conception de leur pouvoir d'agir qui passe par un temps d'expression qui, en effet, ne suppose pas d'emblée du consensus. Et vous savez, et moi je l'ai beaucoup pratiqué
avec certaines villes pour élaborer leur projet éducatif de territoire. C'est une méthode qui a été développée par la Télécarmonde. C'est celle des groupes de pairs, PAIRS, où dans un premier temps, on invite des groupes à se constituer pour réfléchir tous sur les mêmes questions, mais en restant entre eux dans un premier temps. Donc, on a des groupes d'enseignants, on a des groupes de parents, on a des groupes d'animateurs, on a des groupes d'associations et on a même des groupes d'enfants et de jeunes. Moi, j'ai toujours tenu, lorsqu'on travaillait un PEDT, à ce qu'il y ait aussi un groupe d'enfants et de jeunes qui soit constitué avec des méthodes spécifiques adaptées à leur âge. Et ensuite, quand tous ces groupes ont travaillé sur la même question, qu'ils ont élaboré leur point de vue de groupe, ils viennent le confronter avec ceux des autres groupes. Et là, ce qu'on voit apparaître, et c'est le moment très, très productif de la séquence, c'est qu'il y a des éléments de consensus entre eux. Et là, on peut le poser, le conforter, dire voilà, là, on est tous d'accord là-dessus. Et puis, il y a des éléments de dissensus. Et là, il reste matière à discuter, à confronter, à accepter des divergences d'intérêts, de responsabilités, de priorités, etc. Et on peut avoir un débat à teneur démocratique dans ces conditions. Et voilà, il me semble que le consensus, si on veut le rechercher a priori, ou l'éviter a priori, c'est la même impasse. J'insiste vraiment sur l'intérêt de cette méthode des groupes de pairs qui a permis aux familles d'ATD-Quart-Monde de se faire mieux entendre sur l'espace public et dans la sphère éducative ou coéducative. Moi, je n'ai que des bonnes expériences d'avoir mobilisé cette méthode. Mais je pense qu'effectivement, c'est une très bonne méthode. Elle est aussi ambitieuse parfois d'ailleurs que difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut que tout le monde ait bien compris comment ça fonctionne. Après, je vous rejoins sur l'idée. Alors, si on a des représentants de parents d'élèves un peu actifs, bon, très bien. Si on n'en a pas, vous savez, tant qu'on a du monde, c'est bien. Hein. Je veux dire, pour les cités éducatives, lorsque, avec Frédéric, nous effectuons des déplacements, on nous met parfois en face de nous des parents d'élèves. Je pense que les 3/4 du temps, ce ne sont pas des membres d'associations de parents d'élèves. Vous voyez, ce sont des parents, peut-être des associatifs. On a tous connu ça. Je pense que dans ces situations-là, je vais être un peu familier, mais il ne faut pas être bégueule parce que ça a été dit, moi ça me fascine toujours, c'est que là on a vraiment besoin d'avoir des relations régulières avec les parents. C'est très très difficile de les avoir pour toutes les raisons que Mme Pellat a expliquées, notamment dans les territoires où vous avez des familles d'origine immigrée, etc. C'est très 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 compliqué, alors que là, un partenariat actif, c'est vachement utile pour les gosses, pour toutes sortes de raisons. Et donc, c'est là où c'est le plus compliqué. Par contre, quand vous êtes dans des territoires super bourgeois, j'ai connu ça, j'ai été proviseur adjoint dans le temps, dans un truc près de Montfort-la-Maurie où c'était des bourges, mais comme j'ai jamais imaginé, des producteurs de films, des trucs comme ça. Alors là, on avait des parents d'élèves, des associations, mais c'était pléthorique, alors qu'il n'y avait pas de problème. Alors vous savez, moi j'ai une théorie simple, je l'appelle la théorie pélagique. Dans le système éducatif, c'est ce que je connais, quand c'est très très difficile, il est très dur de trouver du monde. Quand c'est très facile, Monsieur Tesson, dans les clubs sportifs, hein, y compris du Val d'Oise, moi j'ai aussi travaillé dans le Val d'Oise. Ouais, moi aussi. Y compris à Garges-les-Gonesse, comme Ouais. vous. Dans les clubs sportifs ou dans les associations d'art plastique, vous allez retrouver des parents aussi. Bien sûr. Et ils ne se définissent pas comme des parents d'élèves. Tout à fait. Et c'est pour ça que je reviens à ma question des temps libres. Ce sont des parents ou des hommes et des femmes, des habitants du quartier qui décident de consacrer une partie de leur énergie, de leur savoir-faire à accueillir des enfants et des jeunes et à leur faire découvrir tel sport, tel art plastique, telle pratique musicale. Et souvent, ce sont des parents qui sont gestionnaires de ces associations. Et ne les négligeons pas, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Non, mais c'est très utile. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des centres socio-associatifs et le centre social lequel j'ai travaillé quand j'étais pour le coup à Gardes, les mamans venaient, mais pour faire d'autres trucs que d'être là en tant que parent d'élève. Hein. Ce n'était pas du tout l'objet. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, que ça a permis d'aider. Mais j'aime bien aussi la notion très relative, vous savez, d'espace
enfin du temps vécu par les gosses, par exemple. Moi, j'ai toujours été frappé comme chef d'établissement quand on interrogeait les élèves, la récré, l'arrivée au collège ou au lycée, la sortie était vachement plus importante dans une représentation de journée que les cours. Vous voyez ça, et ça sont effectivement des éléments que vous dites sur le nombre de journées d'enseignement et d'horaires, on va le dire comme ça, par rapport à ce que vit un élève. Mais c'est faire fi un peu de l'ancrage mental pour les gosses dans leur tête, ce que représente le collège, ce que représente le lycée. Vous voyez, c'est un sujet de conversation pour eux, c'est un endroit. Et c'est vrai que, enfin, moi, j'ai toujours trouvé qu'on n'investissait probablement pas assez cet aspect-là, vous voyez, pour nous, hein, je parle de l'éduc, hein, mais là, après, on rentre dans des objets très complexes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde voir si quelqu'un a levé la main jaune. Alors, pour autant, on a quand même bien dépassé le temps et j'ai peur bon. on a eu déjà des personnes qui se sont déconnectées parce qu'on s'était engagé à s'arrêter à 15h30. Donc, je pense On va arrêter là. alors, on n'a pas fait le tour, comme l'a dit à plusieurs reprises d'ailleurs Monsieur Jésus, mais et d'ailleurs vous y avez fait référence, Monsieur Jésus, mais et je le dis aux participants qui étaient là aujourd'hui, on mettra évidemment les deux intervenants nous ont communiqué des ressources, des articles qu'ils ont écrits eux-mêmes, et puis des ressources intéressantes sur ces sujets-là, et donc on se fera fort de les en faire le relais, notamment dans le cadre de la prochaine newsletter qu'on thématisera sur la question justement du travail avec les parents. Peut-être en conclusion, Thierry, juste dire qu'on a d'autres rendez-vous et peut-être dire à nos participants que le 18 avril prochain, dans le cadre du webinaire que nous organisons, nous aurons notamment la présentation de la démarche de croisement des savoirs d'ATD Carmonde, qui a été mise en œuvre également à Grigny, dont parlait justement Monsieur Jésus tout à l'heure. Donc, je ne peux que vous inviter à vous reconnecter le 18 avril pour avoir une présentation, alors sur un autre territoire que celui auquel faisait référence M. Gilles, je crois, mais c'est la même méthode, donc c'est la démarche de croisement des savoirs pilotée, organisée par ATD Carmonde. Écoutez, je vous remercie toutes et tous. Encore une fois, grand merci aux deux intervenants et au centre de ressources qui nous ont permis aussi de programmer ce webinaire. Merci à ceux qui ont assisté. Et puis à très vite, au plaisir de se retrouver pour ces sujets-là et peut-être pour d'autres, puisque les cités éducatives brassent de nombreuses thématiques, de nombreux sujets à enjeu. Tout à fait. D'ailleurs, ce qui me fascine dans les cités, c'est de voir combien de chercheurs s'intéressent à cette démarche. Je trouve ça très utile et très intéressant. Donc, Mme Pellat, je compte sur vous, hein, sur les conclusions définitives sur vos travaux. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Jésus. Merci beaucoup à vous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.